Bitcoin a vécu un week-end ultra violent. On va faire le point aujourd'hui parce que tu as dû le remarquer. Le prix a été secoué dans tous les sens. On a des liquidations qui ont explosé. On a le sentiment qui tente justement de se reconstruire. On va en parler. On va faire le point sur toutes les informations de cette semaine. Et pendant que le marché justement tente de se stabiliser, le monde extérieur reste sous tension maximale parce que on a l'Iran qui rejette la proposition américaine. On arrive encore sur une impasse. On a le détroit d'Ormuz qui redevient le centre du jeu énergétique mondial. Quel impact sur les marchés? On va en parler aujourd'hui. Et cette semaine, super important, on a Jérôme Powell qui arrive officiellement en fin de parcours. Qu'est-ce qui va se passer avec Kevin Warsh? Qu'est-ce qui va se passer avec la Fed? Qu'est-ce qui va se passer avec la liquidité? Et quel impact sur les marchés? Et aussi, on a les banques américaines qui tentent encore de freiner le Crypto Market Structure Bill, qui est une loi très importante aux États-Unis et pour le monde des cryptos. Donc aujourd'hui, on va faire le point sur Bitcoin, la géopolitique, la Fed, la régulation, les actions US et tout ce qui se passe on-chain sur la blockchain parce qu'il se passe également des choses très croustillantes. Donc reste avec moi jusqu'au bout. Envoie de la force avec un like, en commentaire si tu aimes bien ce genre de quotidienne le lundi. Je vais essayer de tenir le rythme. En tout cas, si vous me donnez la force, et n'hésitez pas à déclencher la petite cloche des notifications parce que soit je le fais le lundi, le mardi, le mercredi, selon ce qui se passe sur le marché et selon si j'ai le temps de la faire. Et on se retrouve également sur Kojo, sur la quotidienne avec Tom si jamais ce n'est pas sur YouTube. Donc, on va parler des événements super importants de cette semaine qui peuvent justement remettre de l'huile sur le feu ou remettre de la volatilité sur le marché. On commence directement avec ce qu'on a vécu ce week-end sur Bitcoin parce que le marché a littéralement été secoué dans tous les sens. Tu as dû le vivre en direct un petit peu comme moi. Et en quelques heures, on a Bitcoin qui a effacé l'intégralité de son rebond avec une chute d'environ 1900 $ juste ici en quelques heures. On parle même de 4 heures. Et sur la séquence complète, si on revient sur la séquence complète, on est passé de 81 200 à 81 300, puis on est remonté à 82 500 ici, pratiquement 700, puis on a tout reperdu pour redescendre aux 80 500. Et aujourd'hui, on est aux alentours effectivement des 80 600. Donc côté liquidation, on parle d'environ 370 millions de dollars des positions longues et short qui ont été balayées dans tous les sens. Et c'est typique d'un marché à faible volatilité. C'est surtout les carnets d'ordre qui sont un petit peu plus fins. Donc, dès qu'on a quelques gros ordres qui passent, eh ben, ça suffit à déclencher des mouvements très agressifs comme ce qu'on a connu ce week-end quand on a justement peu de liquidité. Ça peut créer des à-coups assez forts. Donc, malgré cette volatilité, qu'est-ce qu'on peut constater sur le sentiment qui est en train de se reconstruire progressivement? On a le Fear and Greed Index qui remonte aujourd'hui à 48. Hier, on était à 47. Alors, on n'est pas sur une phase d'euphorie, mais on est plutôt sur un marché qui tente doucement de sortir de la peur. Et surtout, le contraste avec le mois dernier est franchement assez glaçant et assez énorme parce qu'on était à 15, zone d'extrême peur ici le mois dernier. Donc, on avait même enchaîné un record de journées consécutives de peur extrême, rappelle-toi. Et à ce moment-là, le marché était encore traumatisé par la correction et par le contexte macro, et encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Donc aujourd'hui, la confiance est en train de revenir progressivement. Le marché recommence à croire au rebond, surtout qu'on est en train de casser des fameuses résistances qu'on avait, sans être totalement convaincu. Alors, avant de te parler de géopolitique, parlons un peu du sponsor du jour, Coinbase. La vidéo d'aujourd'hui vous est présentée par mon partenaire commercial Coinbase. Tu sais, sur Coinbase, tu as tout un écosystème crypto complet qui a été conçu pour les utilisateurs à travers l'Europe et y compris la France. Et que tu démarres tout juste ou que tu sois déjà plus expérimenté, tu peux utiliser l'application pour explorer une large gamme de produits. Donc, tu as une application qui est accessible aux débutants et tu as également des fonctionnalités de trading avancées juste ici avec Coinbase Advance. Tu as également accès à des achats récurrents pour construire ton portefeuille sur le long terme et même des récompenses de stacking. Donc, tu peux explorer plus de 300 crypto-monnaies différentes, suivre ton portefeuille en un seul endroit et même dépenser tes cryptos avec la carte Visa Coinbase. Et si tu n'as pas encore de compte sur Coinbase, je t'invite, en tout cas pour les nouveaux utilisateurs qui s'inscrivent et qui complètent les différentes étapes, eh ben, tu as la possibilité en plus de bénéficier d'un bonus de 30 €. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour en bénéficier, pour créer ton compte et tu pourras également y lire toutes les conditions générales.
Alors maintenant qu'on a vu ça et pendant que Bitcoin tente de se stabiliser, sur le front géopolitique, qu'est-ce qui se passe? Ça reste extrêmement tendu, je ne vais pas te mentir, parce que selon le Wall Street Journal, l'Iran rejette la proposition de paix en 14 points, rappelle-toi, envoyée par les États-Unis, notamment sur le démantèlement des installations nucléaires qui est un élément bloquant. Mais le point le plus important, c'est la réponse iranienne autour du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Parce que Téhéran, qu'est-ce qu'ils disent? Ils présentent désormais la présence militaire américaine comme la principale source d'instabilité dans la région. Ils exigent donc un détroit d'Ormuz qui est sans présence américaine. Est-ce que Donald Trump va être d'accord avec cela? J'ai un petit peu des doutes. Et ils placent aussi le contrôle d'Ormuz au centre de leur sécurité régionale. Donc, ce n'est plus seulement une négociation technique ici, mais on est plus sur une confrontation stratégique autour des différentes routes énergétiques les plus importantes, je te rappelle, du monde. Et Trump répond immédiatement en qualifiant la réponse iranienne de totalement inacceptable. Tu l'as sur le titre du tweet ici. D'ailleurs, peut-être qu'on va relancer Twitter. Donne-moi de la force si tu veux qu'on se remette sur Twitter et qu'on te mette des informations super importantes et directement sur Twitter. On est en train de se tâter avec l'équipe de remettre de l'ordre dans Twitter et de t'informer également dessus. Donc n'hésite pas à me rajouter, tu l'as là, Julien Roman 13 sur Twitter et envoyer de la force. Bref, même si on a un marché qui respire un peu, le risque géopolitique, tu le comprends, est loin d'être réglé. Ça fait maintenant 2 mois que ça traîne et tant qu'Ormuz reste aussi tendu, le pétrole, l'inflation, et les marchés également restent sensibles justement à la moindre escalade. Et justement, selon cette analyse-là, qu'est-ce qu'on remarque? Les réserves mondiales de pétrole chutent à une vitesse grand V, une vitesse historique, parce que ça fait près de 2 mois que le détroit d'Ormuz fonctionne quasiment au ralenti, tu le sais. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que les pays sont donc forcés de puiser massivement dans leurs réserves stratégiques. Et là, je parle de réserves stratégiques d'urgence. Et le problème, c'est que ces réserves étaient justement prévues pour survivre à ce type de crise, mais aujourd'hui, elles épuisent et elles s'épuisent beaucoup plus vite que prévu. Donc, le scénario devient extrêmement tendu parce que dès juin, certains pays pourraient entrer en stress opérationnel. Et d'ici même septembre, il y a certains stocks qui pourraient tomber en dessous des niveaux nécessaires pour faire fonctionner correctement tout ce qui est pipeline, tout ce qui est raffinerie et tout ce qui est terminaux d'exportation. Et à ce stade-là, ce ne serait plus seulement un problème de pétrole cher, ce serait un problème physique de fonctionnement du système énergétique mondial. Et pendant qu'on dit ça, qu'est-ce qui se passe du côté de la politique monétaire? Parce que l'attention est concentrée sur le pétrole et la géopolitique, mais il y a un autre événement majeur cette semaine et qui approche, c'est la fin officielle du mandat de Jérôme Powell à la tête de la Fed. On l'a suivi sur les quotidiennes et son mandat arrive le 15 mai, donc dans 4 jours. Et en parallèle, on a le Sénat américain qui doit voter pour confirmer ou non Kevin Walsh, c'est pas encore fait. Et je te rappelle que c'est le candidat qui est soutenu par Donald Trump pour reprendre la présidence de la Banque centrale américaine, la Fed, et le marché surveille ça de très près. Alors il faut savoir que Walsh est perçu comme un symbole d'un possible changement de régime monétaire, donc assez positif, et potentiellement bien plus favorable à des taux plus bas que l'était Jérôme Powell. Et à court terme, le marché reste dominé par le pétrole et les tensions géopolitiques, mais à moyen terme, si la Fed bascule vers un environnement plus accommodant, et je t'en parle également sur les réels, sur Insta et sur YouTube, ça pourrait transformer la dynamique globale de la liquidité. Et là, je parle de la liquidité mondiale. Donc, derrière Powell ou Walsh, la vraie question reste toujours la même. Combien de liquidités les banques centrales seraient prêtes à remettre dans le système pour soutenir l'économie et les marchés et justement faire en sorte que les marchés repartent. Également, il faut qu'on parle des stablecoins parce que pendant que la Fed pourrait changer de visage, on a un autre combat qui est décisif qui se joue cette fois-ci à Washington. Parce qu'on a le Stable Bill et le Crypto Market Structure Bill, donc 2 lois qui sont en discussion. On a les banques qui tentent encore une fois de ralentir, voire de faire capoter un petit peu tout ça, ce qui pourrait devenir la loi la plus, et là je parle de la loi crypto, la plus importante de l'histoire américaine. Et le point de blocage, ça reste toujours le même. C'est les rendements sur les stablecoins. Parce qu'il y a un compromis, rappelle-toi, c'était le 1er mai, il y avait un compromis qui avait possiblement été trouvé. Parce qu'on a les entreprises crypto qui ne pourraient pas verser, je dirais, ne pourraient pas verser de rendement passif comme une banque sur un dépôt de compte.
mais elle pourrait offrir des récompenses liées à l'usage réel des plateformes. Sauf que les banques, elles ne sont pas d'accord. Elles jugent maintenant que ça, c'est même trop. Parce que leur crainte, elle est très simple. Si les stablecoins deviennent trop attractifs avec des rendements dessus, une partie de l'argent des particuliers, des PME et des agriculteurs peut potentiellement quitter les banques traditionnelles, les comptes bancaires traditionnels, pour aller chercher du rendement ailleurs et sur les stablecoins et donc sur la crypto. Donc il y aurait possiblement moins de dépôts pour les banques, moins de capacité à prêter et donc moins de profit. Donc en fait, tous leurs avantages seraient évaporés. Sauf que Trump affirme qu'il ne laissera pas les banquiers ruiner ce texte. Mais le timing, il faut savoir, il est très serré. Dans 10 jours, qu'est-ce qui se passe ? Si le projet ne passe pas le 21 mai, il pourrait sortir du calendrier du Sénat. Donc, on a également les marchés américains. On va parler des actions US parce que c'est important d'en parler. On en parle également sur Kojo qui reste sur une dynamique historique parce qu'on a le S&P 500 qui est en route pour afficher encore une fois et environ 20% de performance. On l'a juste là en 2026. Et si ça se confirme, ce serait la quatrième année consécutive avec des rendements à 2 chiffres. Et depuis le début de 2023, l'indice a déjà pris 93%. C'est énorme. Et ce type de séquence est extrêmement rare. Il ne faut pas croire que c'est une normalité. Parce que depuis la création du S&P 500, rappelle-toi, c'était 1957, j'étais pas né, je ne sais pas si tu l'étais également, on n'a pas vu ça, en tout cas de nombreuses fois, je crois qu'une seule fois, et c'était pendant la bulle Internet, pendant les années, à la fin des années 90. Donc la question est simple. Est-ce qu'on est face à un bull market durable porté par la tech et la liquidité, et possiblement même un super cycle? C'est une théorie qui est soutenue par CZ, le fondateur de Binance. Ou est-ce qu'on entre progressivement dans une phase d'excès comparable aux grandes périodes de surchauffe? C'est les deux questions qui peuvent tout simplement rester en suspens. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Mais historiquement, quand les marchés montent aussi fort et aussi longtemps, ça finit souvent par créer tout ce qui est concentration, mais également, pourquoi pas, une euphorie, parce qu'on est en train de remonter dans un marché plutôt vert, et une valorisation qui est difficile à soutenir. On termine par la partie on-chain qui est très importante, parce que même si la macro domine depuis plusieurs mois, il y a un signal qui redevient très intéressant, c'est le retour progressif des flux de capitaux sur Bitcoin. Parce que si on regarde le Realize Cap ici, il vient de passer en territoire positif. Et cet indicateur, je te rappelle, mesure la différence entre le profit réalisé et les pertes réalisées. Donc il montre si le marché crée de la valeur ou s'il en détruit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que sa croissance mensuelle revient aux alentours des plus 0,25. Mais alors on n'est pas encore sur un signal positif qui est massif, mais il faut regarder d'où on vient. On l'a vu avec le Fear and Greed, on a eu février. L'indicateur, on était à moins 2,6%, on était en pleine phase de capitulation et maintenant la question est de savoir si la tendance peut continuer à la hausse. Et à mesure que Bitcoin monte, il y a certains investisseurs qui reprennent aussi leurs profits. Donc le marché doit prouver qu'il peut absorber toutes ces ventes, toutes ces prises de profit, tout en attirant également de nouveaux capitaux et du côté plus institutionnel. Et pour finir également, et pour comprendre que cette semaine peut être ultra décisive, plus que toutes les autres, entre le Détroit d'Ormuz, Kevin Walsh le 15 mai, mais on a potentiellement également, et on a également le rapport du CPI ici au niveau de l'inflation, qui dira si l'inflation continue de ralentir ou repart sous pression avec le pétrole ou à cause du pétrole, et on aura également plusieurs prises de parole du côté de la Fed. Et chaque phrase pourra être interprétée comme un signal sur les futures baisses de taux. Et en parallèle de ça, qu'est-ce qu'on a ? Cerise sur le gâteau, on a le sommet entre Trump et le président chinois Xi. Et ça, c'est le 14 et le 15 mai, donc cette semaine, qui peut également peser sur le commerce mondial, sur le dollar, sur les actions et l'appétit pour le risque. Donc cette semaine concentre tout. On a la macro, on a les taux, on a l'inflation, on a la géopolitique, on a également la liquidité. Donc dans un contexte où Bitcoin vient de rebondir et où le sentiment est en train de se reconstruire, c'est ce qu'on a constaté, mais où le pétrole et l'Iran restent encore sous risque assez majeur, eh ben, le marché n'aura probablement pas le luxe de rester assez calme très longtemps. Donc, si on doit faire une conclusion, le Bitcoin est en train de se construire, le sentiment est en train de revenir, mais pour combien de temps ? Et du côté on-chain, du côté de la blockchain, eh ben, cela repasse doucement en positif. Mais les risques sont énormes. Détroit d'Ormuz, pétrole, Fed, CPI, on l'a vu là.
les stablecoins et la rencontre entre les deux présidents, le marché peut continuer certes à respirer, mais cette semaine peut aussi relancer très vite la volatilité. Donc si je dois donner un mot d'ordre, pour toi qui es là jusqu'à la fin, les vrais, les warriors, exprimez-vous en commentaire. Je compte sur vous pour m'envoyer de la force, mais quels sont les mots d'ordre? Plan, gestion du risque, discipline. D'ailleurs, je vous mets en commentaire épinglé et le premier lien en commentaire, pardon, je vous mets un lien, un quiz, un test qui vous permet de découvrir votre véritable potentiel financier. C'est seulement pour les vrais, les warriors et de façon limitée. Et vous aurez un retour de ma part en vidéo personnalisée selon votre situation. C'est le petit cadeau du jour. N'hésitez pas à me dire et à mettre le mot test en commentaire si vous profitez de ce test-là. Et c'est que pour les tout premiers, comme je vous le disais. Donc un conseil, fais ça maintenant ou fais ça ce soir. Et sinon, on se retrouve également sur cette vidéo qui va parler de est-ce que c'est le moment d'investir sur l'or? Elle est juste là, on se retrouve dans le test. À très bientôt et sur cette vidéo, va la voir, elle est ultra importante. C'était Julien avec un grand plaisir.